Bonjour, bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir Dimitri HK, figure emblématique du tatouage depuis 30 ans et grand spécialiste du New School. Dans cet épisode, Dimitri nous parle de son premier tatouage à Londres dans les années 80, de ses débuts à Mantes-la-Jolie en autodidacte, de son application ATC aux multiples fonctionnalités et de son goût pour la peinture. Alors aujourd'hui, je reçois Dimitri HK, donc salut Dimitri. Salut. D'ailleurs, c'est plutôt moi qui te reçois, mais... Oui, c'est vrai. Je te reçois sur le podcast et tu me reçois au shop. Ah, au shop, voilà. Donc je vais te présenter. Donc, tu es artiste tatoueur depuis 30 ans, mais aussi peintre et musicien. Ou tu étais musicien? Ouais, puis alors, franchement, dire que j'étais musicien, non, j'étais vraiment le pire musicien qui ait jamais existé, hein, mais c'est pas grave. Moi, je me compare à Sid Vicious, tu vois, la grande escroquerie du rock'n'roll. D'accord. Ouais, j'ai fait 4 disques, mais sans savoir jouer de guitare, je suis fier de moi. C'est un bel exploit, alors. T'as ton propre shop à Saint-Germain-en-Laye et tu exposes aussi régulièrement tes peintures. Donc voilà, je suis super contente de te rencontrer pour cette interview. T'es une figure emblématique du tatouage français. J'ai moi-même fait mon premier tatouage, comme je t'en ai parlé, il y a 20 ans dans ta boutique. Moi, j'y connaissais rien et c'est vrai que t'étais déjà une référence et une valeur sûre, donc c'est cool d'avoir duré comme ça. Et aussi, je voulais parler un peu de ton style, de vraiment du style cartoon ou new school. Tu nous parleras peut-être de ta définition, mais que tu as réussi à imposer. Puis tu m'as l'air assez hyper actif, donc on va pouvoir parler de tous tes projets. C'est gentil. Déjà de s'intéresser à moi. Puis pour tous ces compliments, figure emblématique, tout ça, tatati. Ma première question, donc c'est la question que je pose à tout le monde, c'est quelle est ta propre définition du tatouage ? C'est un truc qui a dû vachement changer comme définition, mais moi je pensais que c'était un dessin qu'on se faisait pour la vie, et donc on s'engageait sur un motif à vie. Donc on se rend bien compte que maintenant les gens les cachent souvent, les font enlever, etc. Donc du coup ça a évolué un peu la définition du tatouage, mais c'était un peu ça. Et puis après j'ai pas une vraie définition très philosophique sur tout ça. Moi j'y suis venu parce que ça m'amusait, puis qu'à l'époque c'était un truc marginal, c'était pour se différencier des gens, et ça c'est dans les choses qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Le truc c'est qu'avant on se faisait un tatouage pour la vie, et que maintenant, je pense que ça a un petit peu changé. On se fait un tatouage pour des fois le recouvrir plus tard ou le faire enlever des fois plus tard. C'est des trucs qui n'existaient pas quand moi j'ai commencé, à l'époque quand on enlevait des tatous. Le laser, c'est arrivé quand même il y a pas mal d'années, mais c'était quand même beaucoup plus bancal que ce que c'est maintenant. Et donc voilà, avant c'était un motif définitif. Je voulais savoir justement, il me semble que tu t'es fait tatouer assez tôt. Vers 14 ans. Ouais, même un peu avant, en fin de compte, j'allais. Et je voudrais que tu nous racontes cette première expérience de tatou en tant que tatoué, justement. Donc, mais je pourrais te montrer des photos de moi à 14 ans, tu vas voir, c'était quand même bien rock'n'roll. Et tu l'as toujours, ce tatou ? Ouais, il est là. C'est une petite chauve-souris, c'est Bugs qui m'a fait ça. En plus, c'est une pointure, le mec qui m'a tatoué à l'époque. Et à l'époque, il n'était pas connu, mais en fin de compte, moi, j'ai été punk très très jeune, j'étais très marginal et très très jeune, j'étais en avance pour faire des conneries. Et maintenant, je suis devenu très sage, mais quand j'étais jeune. Et du coup, je traînais avec des gens souvent beaucoup plus âgés que moi, et puis j'étais dans le milieu punk rock. Et un jour, on est parti en 3-4 jours à Londres. C'était une super aventure, et du coup on tombe dans un salon de tatouage qui est à Camden Town. Après il a eu la boutique en haut, Bugs, mais à l'époque il y avait un coiffeur à droite, c'était dans le sous-sol, un coiffeur à droite, et tout au fond à gauche il y a un petit salon de tatouage. Et moi j'essaie de lui baragouiner 3 mots en anglais, puis il avait encore un bel accent de Perpignan à l'époque, Bugs, et il me fait pas chier quand je suis de Perpignan, je vais gérer. Et quand voilà, il avait un accent du sud, et c'était Bugs qui est devenu un tatoueur hyper connu. Donc là on devait être en 84. Et
et donc moi j'avais pas encore mes 14 ans, c'était juste avant. Et donc du coup il en avait rien à foutre que je sois très jeune. J'étais entouré de gens plus âgés que moi quand même qui devaient avoir entre 17 et 20 ans. Oui, on parle pas d'autorisation parentale, hein, c'est sûr. À cette époque-là il n'y avait pas ça, et du coup j'ai choisi un petit motif dans les motifs qui étaient accrochés, puis je me suis fait tatouer mon premier tatou. Et c'est vrai que j'étais très très jeune, et je suis rentré, ma Rome elle l'a vu, elle m'a fait ouais c'est mignon mais n'en fais pas trop. Je trouve ça quand même très très tolérant avec à cet âge-là. C'était tolérant les mamans hippies. Ouais, parce que c'est hyper jeune. Et j'ai appris que ton pseudo HK, ça vient du groupe Apicolo. Et alors, je sais aussi qu'il y a pas mal d'autres suggestions. Ça a suscité pas mal d'imagination. Ça doit être très bien. Dimitri et le Kitty, c'est très chaud. J'aimais bien. Hardcore, Hong Kong, Heineken, je pense. Tout le monde. C'est que maintenant, je le dis assez facilement, mais pendant longtemps, j'aimais bien que les gens savent pas d'où ça vient. Ça me faisait rire. Du coup, tout le monde trouvait sa propre version. Ouais, voilà. Et un jour, il y a une tatoueuse d'ici qui a dit Hello Kitty. Je trouvais ça très drôle. Et puis voilà, tout le monde a donné. Et puis voilà. Donc maintenant, ça c'est un peu plus. Et oui, j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Happy Colo, donc ça faisait HK. Et donc du coup, en fin de compte, ça vient de là. Et c'était qu'au début. Ça doit être en 94, un truc comme ça. Il y avait un autre Dimitri qui tatouait en Belgique. Je crois qu'il tatoue toujours, je l'ai recroisé sur une convention. Et du coup, à l'époque, c'était pas les réseaux sociaux, etc. C'était les magazines, donc on postait des photos aux magazines pour se faire connaître. Et du coup, je voulais que tous les tatoueurs à l'époque s'appelaient par leur prénom, on n'avait pas de nom, tu sais, c'était toujours Marcel, Bruno, et ainsi de suite, tu vois, tout le monde s'appelait comme ça. Donc moi, c'était Dimitri, il y avait un autre Dimitri, je voulais pas qu'il y ait d'amalgame. Surtout qu'il venait du milieu punk rock comme moi, etc. Donc il y avait quand même beaucoup de choses qui nous rapprochaient. Donc du coup, j'ai fait, je vais mettre quelque chose derrière le Dimitri. Et puis voilà, le HK, vu qu'on disait souvent HK pour notre groupe, j'ai fait Dimitri HK. Voilà, et pourquoi tu l'as gardé depuis ? Je trouve que ça sonne bien. En plus, maintenant, j'ai plein de cousins. Il y a Alexis HK, il y a les HK, c'est un groupe. Il y a HK les Saltimbanques. Maintenant, j'ai une grande famille, ça m'amuse. Et donc, non, je sais pas, c'est resté. Et puis voilà. Et puis maintenant, des Dimitri, il y en a plein. Donc, pas plein, mais il y en a plus. Donc, du coup, ça. Je sais pas, ça sonne bien. Et puis c'est comme ça que t'es identifié depuis toujours aussi. Ouais, voilà, maintenant ça s'est collé au prénom, donc ça. Et alors t'as commencé à tatouer en 1990, j'ai vu. C'est ça, ouais. À Mantes-la-Jolie, donc au Val-Fouré où tu as habité. J'avais un petit appartement. Est-ce que du coup t'es autodidacte ? Comment t'as commencé et c'était quoi l'ambiance à l'époque de tatouer Vraiment au tout début c'était totalement autodidacte. Je savais même pas comment on faisait les aiguilles, les machins. Suite à une petite magouille que j'ai fait, j'avais gagné un petit peu d'argent. Je ne peux pas raconter, c'était malhonnête. Et du coup, en fin de compte, voilà, j'avais un peu de thunes et j'avais acheté ma première machine à tatouer. Donc je savais pas trop comment faire. À l'époque, il y avait Bruno sur Paris, qui était rue Germain-Pilon à Pigalle, qui vendait du matériel qui est, franchement, j'aime beaucoup Bruno, mais c'était quand même c'était vraiment pas de la bonne qualité. Mais il vendait moi je me souviens que c'était des aiguilles qu'on mettait dans des mandrins, tu sais, un peu comme des trucs qu'on visse, comme ça, au lieu de souder les aiguilles, après on a soudé les aiguilles. Mais moi au début je savais pas du tout, donc j'avais acheté ces trucs-là, tu vois, donc j'avais une machine, quand tu la cognais sur la table, elle se déréglait de partout, tellement le fer était trop... c'était de la merde. Et j'ai eu ma première machine, commencé à bricoler comme ça, et puis il se trouve que moi je me suis fait tatouer très très jeune, j'avais traîné chez un tatoueur au Tréport à l'époque qui s'appelait Patrick. Après il y a un mec qui s'appelle Riton qui exerce toujours, qui est assez connu, Riton, qui tatouait plein de mes potes à cette époque-là et qui traînait un peu dans notre univers. Donc voilà, assez rapidement j'ai été faire quelques journées j'ai dû rester une semaine chez Riton, mais il m'a expliqué 2-3 astuces. C'est eux qui t'ont appris finalement un peu des rencontres, mais sans faire un apprentissage classique. Il m'a appris à souder mes aiguilles par exemple, tu vois, donc à l'époque quand même il fallait savoir souder ses aiguilles. Maintenant tu les achètes toutes faites, mais à l'époque il fallait souder, etc. Donc voilà, ils m'ont appris 2-3 astuces. Moi je tatouais déjà depuis quelques mois, quoi, tu vois, je bricolais avec mais c'était vraiment c'était très compliqué, même pour te dire. La première semaine, je crois que je travaillais sans gants, quoi, tu vois, il y avait les mains dégueulasses, c'est pas possible, bon faut mettre des gants. Je savais vraiment pas, tu vois, je m'étais fait tatouer, donc j'ai vu comment ça procédait, parce que je m'étais fait tatouer, mais j'avais plein de trucs, je savais pas, quoi, tu vois, je découvrais un peu les trucs.
Mais après, voilà, j'ai quand même pris des renseignements très très vite sur un tas de choses. Et puis après, j'ai donc à Riton et Ratz où j'ai un peu bricolé chez eux. Voilà. Il y a Marcel aussi, qui est un vieux tatoueur parisien, qui me donnait des conseils souvent, tu vois, parce que je me faisais beaucoup tatouer par lui. Donc du coup, il m'expliquait, il regardait mes photos. Moi, j'étais tout fier. Des fois, je voyais des tatous, j'étais trop fier. J'arrivais, je lui montrais les photos, il me pourrissait tout. J'étais dégoûté. mais voilà, c'était une figure. Pour moi, c'est une des grandes figures du tatouage parisien. Marcel, il est décédé il y a pas mal d'années maintenant. Décédé, je parle vite, excuse-moi. Et du coup, c'était voilà, il me donnait des conseils, il m'expliquait des trucs, etc. Donc voilà, petit à petit, j'ai appris. J'étais très curieux, donc voilà, je me suis fait tatouer par plein de gens. En se faisant tatouer, t'apprends aussi plein de choses. Mais oui, j'étais autodidacte. Ouais, voilà, j'ai pioché à droite à gauche, voilà, un peu tout ce que j'ai pu. Mais c'était une autre époque, tu vois. Maintenant, on fait des apprentissages dans les shops. Il y a 30 ans en arrière, tu rentrais dans un shop pour être apprenti, on te mettait un coup de fusil, quoi. Donc voilà, c'est pas la même époque, c'est pas la même génération. Et puis voilà, j'ai fini par réussir à faire des tatouages. Et justement, c'était quoi l'ambiance de tatouer dans les années 90? Donc vraiment, c'était quand même plus marginal qu'aujourd'hui. Et puis même voilà, pour se procurer le matériel, pour avoir un shop, où est-ce que tu tatouais, qui tu tatouais? Alors moi j'ai commencé à me faire tatouer vraiment, comme je t'ai dit, je crois que le premier tatou c'est 84, donc après j'ai squatté au Tréport chez un tatoueur, on faisait les cons l'été et tout ça, et du coup j'ai aussi appris un peu des trucs. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai touché une machine et que j'ai fait un tatou, pas avec mon matériel, etc. C'était là. Après il y avait Philou qui est installé sur Dreux maintenant, qui avait lui, qui est un peu plus ancien que moi, qui avait chopé une machine un peu avant moi, qui m'a fait essayer aussi une fois, donc j'avais quand même eu des petits prémices comme ça d'essais de tatou avant 90. 90 c'est l'année où j'ai eu ma propre machine, on va dire, et que j'ai commencé à essayer d'en vivre professionnellement. Et du coup c'était moi j'ai eu c'était super galère de trouver du matos, mais il y avait Bruno qui avait commencé à en vendre un petit peu justement ça devait être le début qui vendait du matériel, c'est dans ces années-là. Et donc du coup, voilà, j'avais quand même pu trouver une boutique sur Paris qui vendait du matériel à tatouage, même si la qualité c'était pas ça, voilà, il vendait du matos. Donc j'avais pu me procurer du matériel. Et puis après, parce que moi je me souviens même, j'ai un ami qui est tatoueur à Lausanne, qui pour avoir une adresse pour commander une machine à tatouer, on lui avait vendu l'adresse qui est à l'arrière des magazines de tatou américains. Et le mec demandait 10 000 francs à l'époque pour vendre juste l'adresse, quoi. C'était vraiment quasi impossible de se procurer du matériel. C'était vraiment voilà. Après, petit à petit, il y a plein de fournisseurs qui sont arrivés et puis c'est devenu beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que se procurer le matériel, c'était compliqué. Puis en plus, tu vois, maintenant on a des rotatifs qui tournent toutes seules, etc. T'as plus de réglage. À l'époque, une machine, passait ton temps à la bricoler. Ouais, et puis t'avais plus ou moins un don pour savoir comment ça marchait. Donc moi, j'étais pas très doué en mécanique machine. Donc c'était souvent une bonne prise de tête à passer des heures. Pourquoi ça marche plus comme ça devait marcher, etc. Donc c'était un petit peu chiant. Mais voilà, ça avait son charme. Souder les aiguilles, c'était un enfer. On utilisait un acide pour les souder, etc. Ouais, ça te manque pas, quoi. Ah non, souder les aiguilles, ça me manque pas. Moi, j'avais des apprentis que j'ai vus ici qui m'ont dit apprends-nous à souder les aiguilles. Et je fais non, mais c'est bon, maintenant c'est. Et ils me tannaient parce qu'ils voulaient savoir. Je comprends, c'est bien d'être curieux. Mais c'était un enfer, on se brûlait les doigts, on respirait. Au début, c'était de la graisse Anton et après, c'était un flux. C'était un produit qu'on mettait sur les aiguilles pour que la soudure prenne très vite et elle soit pas épaisse, tu vois. Ça faisait pchit comme ça. Mais c'était, je pense, hyper nocif pour les poumons et tout. On respirait cette merde-là et on passait toutes nos. T'imagines, on faisait je sais pas combien de tatouages par semaine, donc il y avait une journée où on faisait toute la matinée que des aiguilles, genre 3-4 heures pour pouvoir bosser la semaine, et c'était super chiant. Moi j'ai travaillé longtemps avec Steph, Octopus Tattoo, et je me souviens que lui était bien plus organisé que moi, et donc souvent je me retrouvais en rate d'aiguille, donc des fois je pouvais me dépanner une 3 ou un truc comme ça, et lui il notait tout, parce que c'était tellement la merde, autant on pouvait se filer du pognon, ce que tu veux, mais les aiguilles, mon gars, tu rembourses. Alors, je commençais à se mettre, bon j'en dois combien à Steph? Ah merde, 10. Je faisais déjà mes ardoises et après je faisais les miennes. Mais non, c'était vraiment super chiant. Non, après voilà, ça. C'est aussi à l'époque, du coup, il n'y avait pas autant de tatoueurs parce que c'était beaucoup plus compliqué, tu vois. Tandis que maintenant, t'as des tatoueurs partout parce que c'est devenu hyper facile de devenir tatoueur, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, à l'époque, il y avait quand même tellement de trucs chiants à faire pour être tatoueur que du coup, fallait être persévérant. Voilà, fallait être persévérant et puis on était moins nombreux, donc tout le monde avait du travail. Moi, quand j'ai commencé à bosser, les 3/4 des tatoueurs, ils savaient pas dessiner, mais ils vivaient tous très bien, quoi, tu vois. On avait tous du travail. Et c'est vrai que maintenant, c'est une autre époque, ça a beaucoup évolué. Je pense
pense, c'est ce que tu m'as dit que tu voulais en parler un peu plus tard là, de l'évolution, mais ça fait partie des choses qui ont vachement changé. Et il y a, ce que je te dirai tout à l'heure, donc, il y a des trucs qui sont mieux, des trucs qui sont moins bien. Mais en tout cas, arrêtez de souder ces aiguilles, putain, c'est le pied. Ça monte pas. Et t'as ouvert ton shop à Saint-Germain-en-Laye donc en 1994, il me semble. Et à part le fait que tu as changé de shop entre-temps, mais toujours à Saint-Germain, enfin tu es toujours resté à Saint-Germain même si tu as changé de shop. Et je me demandais pourquoi cette sédentarité, parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps que tu es là, tu n'as pas voulu explorer, enfin d'ouvrir un shop dans une autre ville, un autre pays. Alors ça m'est passé plusieurs fois à l'esprit. Et puis au bout du compte, je pense que j'ai bien fait de rester là. Le fait que l'adresse soit très ancienne, ici quand même les gens la connaissent bien, etc. Même si ça a bougé dans la ville, parce qu'on a déménagé, mais maintenant ça fait 16 ans, je crois qu'on a la même adresse. Du coup ça donne quand même un lieu que les gens connaissent et ils savent que c'est sérieux et donc c'est, on va dire commercialement, vu l'époque où tous les shops ouvrent partout, etc. et que je vois même des très vieux shops qui galèrent un petit peu à travailler, je pense que c'est plutôt un avantage. Donc j'ai bien fait de pas bouger, je pense. Maintenant, il y a plein de fois où j'ai eu envie de bouger. Ça reste que la ville est plutôt agréable, quand même, faut dire ce qui est. Et puis, à chaque fois, je trouvais des trucs qui me donnaient... Tu vois, quand je me disais, tiens, je vais peut-être bouger là, il y avait toujours plein de trucs qui me disaient qu'au bout d'un moment, je fais, ah, mais c'est quand même moins bien ça. Ah, mais il y a ça quand même. Ah, mais il y a ça, tu vois. Et moi, par exemple, j'adore New York. C'est vrai que ça m'aurait plu de... Mais il fait trop froid l'hiver là-bas. Moi, je suis frileux, quoi. C'est pas possible, quoi. Montréal, j'aime bien, mais je me serais pas installé. Mais il fait vachement trop froid l'hiver. Tu vois, moi je suis frileux, quoi, tu vois, il y a des trucs que je peux pas. Et puis c'est pour des grandes villes. En France, après, à un moment j'ai hésité à ouvrir sur Paris parce que j'avais l'impression de louper des choses, des fois d'être un peu, tu vois, à l'écart de Paris, qu'il y avait des. Et puis en fin de compte, il y a tellement de shops sur Paris que je suis très bien ici. Ouais. Et puis maintenant, de toute façon, tu as une clientèle où les gens se déplacent. Enfin, je veux dire que ce soit Paris ou Saint-Germain ou s'ils viennent, à mon avis, de beaucoup plus loin, c'est pas gênant, quoi. Oui, je leur fesse les gens, c'est sympa. Et puis après, voilà, c'est que j'aime beaucoup Paris. Donc, sans vouloir t'y installer, parce qu'il y a déjà une multitude de choses. À un moment, j'y ai pensé, hein, vraiment, ça m'a trotté, et puis du coup, je suis resté ici, et puis en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que on a tout refait le shop, quoi. Tu vois, j'ai tout pété, on a tout remis à neuf. Maintenant, mon shop, il est super beau, il est super agréable, c'est vachement grand. J'ai de l'espace pour tout le monde, donc du coup, et puis la réorganisation, je fais ça avec une archi pour que ce soit pratique. On a des prises partout, des tables lumineuses, des machins, tout ce qu'il faut pour travailler dans des bonnes conditions. Donc on est plutôt à l'aise, les cabines sont pas petites, on a de l'espace. Voilà, on a essayé de faire un truc agréable et du coup je l'aime vraiment bien. Donc puis maintenant j'approche la cinquantaine, donc tu vois, il me reste 1 an et 2 mois là avant mes 50 ans. Donc du coup je suis bien ici là, tu vois, je vais plus bouger maintenant, c'est trop tard. Ouais, justement, avec toute cette expérience, est-ce que tu ressens comme un devoir de transmission? Est-ce que tu as formé beaucoup de tatoueurs par exemple? Et puis en plus il y a aussi ton fils qui travaille à tes côtés depuis pas mal. Elle a commencé un petit peu, puis elle part dans le jeu vidéo, parce qu'elle dessine super bien. Allez voir son Instagram, Nina HK, c'est vachement bien. Comme ma fille. Et elle est dans une école d'art là qui est non, elle m'impressionne. Et voilà, et mon fils aussi est super doué, et je suis hyper fier de lui. Et puis oui, j'ai formé. En plus, je suis plutôt fier des... Il y en a plein qui ont commencé avec moi, et même alors le premier qui a bossé un peu avec moi, c'était Michael de Poissy, qui avait commencé à tatouer sans moi, qui a bossé un petit peu avec moi, et puis après qui est parti à faire son truc à lui. Il y a STFD, Octopus Tattoo, qui a quand même travaillé très longtemps, très très bon. On a travaillé 15 ans ensemble. Il y a Noka, moi, qui m'impressionnera toujours, qui tatoue à Lyon maintenant, et qui est pour moi dans les jeunes artistes les plus talentueux en France. Voilà, pour moi, c'est vraiment peut-être un des meilleurs que j'ai eu ici, quoi. Il est vraiment impressionnant. Il y a Dago qui est à Strasbourg maintenant. Il y a Elia Monde qui bouge beaucoup. Il y a qui c'est que j'ai eu encore la Popeye que j'ai quasiment totalement formé. Il y a Jo, je sais pas, j'ai dû en former une quinzaine de personnes. C'est quelque chose qui te plaît justement d'apprendre, de former au métier? Quand je vois les belles carrières qu'ils ont tous, je me dis que je me suis pas déjà trompé sur le choix des artistes que j'ai formés. Donc ça me fait plutôt plaisir. Et puis oui, ça me fait
plaisir. Alors c'est vrai qu'il y a 5 ou 6 ans, j'ai arrêté de former parce que je trouvais que justement on était hyper nombreux et que du coup si c'était pour emmener les gens dans une profession où ils allaient pas en bouffer, ça valait peut-être plus le coup parce que c'est devenu on est vraiment surchargé en tatoueur. Donc, et j'ai changé d'avis, là je reprends une apprentie qui attaque la semaine prochaine. Donc ça faisait 6 ans, voilà. Alors ça, elle vient du jeu vidéo, elle a travaillé dans le jeu, elle a travaillé sur Imami ou des jeux, moi j'y connais rien, mais apparemment des gros jeux vidéo. Et elle dessine très très bien, elle était en école d'art avec mon fils, en fin de compte, donc je la connais depuis pas mal d'années. Et puis là elle voulait se mettre dans le tatouage, donc elle a cherché des apprentissages. Et du coup moi j'étais pas parti pour reprendre des apprentis pour ce que je viens d'expliquer avant. Et puis vu que elle a vraiment Alisiane, elle a un Instagram c'est Alisiane avec un Z je crois, et elle dessine vraiment super bien, elle est vraiment douée, elle peint super bien, elle fait des aquarelles sublimes, elle est très très douée quoi. Donc du coup je me suis dit bon ça va peut-être le coup de et puis voilà, c'est l'amie de mon fils et quoi, c'est une copine de mon fils, ils étaient à l'école ensemble et tout. Puis moi je la connais parce que je l'ai rencontrée plusieurs fois et donc ça a l'air d'être une chouette nana, donc du coup on s'est dit que on allait reformer quelqu'un. Voilà, et surtout que j'ai moi quelques tatoueurs qui parlent, donc j'ai besoin aussi de quelqu'un pour des petites pièces et du coup c'était quand les gens ils sont talentueux en dessin, ils apprennent très vite. Moi, je me souviens de Virginie, voilà, il y a Ben Jossan et Virginie B que j'ai pas cité quand on commençait chez moi. Ouais. Virginie, je crois qu'elle a appris à tatouer en 15 jours, c'était impressionnant comment elle a été hyper à l'aise. Il y a Other aussi qui a bossé chez moi, tiens, je suis en train de j'en oublie. Les énumérer. Il y a Other qui venait du graffiti, qui est un graffeur plutôt connu, qui a commencé à tatouer ici aussi. Et il y en a, voilà, quand ils apprennent très très vite. Virginie, je crois que c'est celle qui m'a le plus bluffé, était à l'aise. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que maintenant je demande tout le temps, c'est s'ils travaillent au pinceau. Parce qu'en fin de compte, quand tu fais des aquarelles ou des trucs au pinceau, souvent le pinceau ça t'oblige à gérer la pression en fin de compte de ta main quand tu dessines. Et souvent tu t'adaptes beaucoup plus vite à la machine parce que tu as ce geste où tu arrives à gérer plus précisément la pression, on va dire. Je sais pas si c'est clair en radio, ça. Non, c'est hyper intéressant comme... Et souvent, les gens qui peignent beaucoup, qui font des aquarelles ou qui font de la ligne comme ça au pinceau, ils s'adaptent très très vite à la machine. Et Virginie, elle faisait tout à l'aquarelle, toutes ses peintures ou à l'encre, encre acrylique, tu vois, PBO, des trucs comme ça. Et donc, toutes ces illustrations, elle dessinait depuis très longtemps, elle fait ça. Et donc, du coup, je pense qu'elle s'est adaptée à la machine, mais à une vitesse impressionnante. Et je pense que vraiment, je veux pas dire des conneries, mais je pense qu'en 15 jours, elle savait tatouer. C'était juste... c'est impressionnant. C'était juste... C'est beau aussi. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, elle a un style très, très IPF et c'est vrai que c'est vraiment marrant. Et puis, voilà, je pense que c'est celle qui a été le plus rapide à apprendre. J'espère que ça va être pareil à Calisiane. La pression. Et tu as aussi créé une maison d'édition. Ouais. Around the Caps, quel était le but, qu'est-ce que tu édites, pourquoi se lancer un peu, c'est quand même aussi un autre métier, un autre délire, pourquoi avoir fait ça? C'est devenu d'une histoire, je faisais beaucoup de choses avec Steph D à l'époque et puis avec G. Sayalero qui est tatoueur en Espagne et puis Safouane, on avait formé un crew, on faisait toutes les conventions ensemble avec Safouane d'Imago Tattoo à Montréal. Et à chaque fois on se retrouvait, on faisait la convention de Londres, Milan, Barcelone, toutes les conventions, on était toujours le stand tous ensemble et ils ont tous des très belles carrières d'ailleurs. G. Salero c'est devenu quand même une pointure et Safouane aussi d'ailleurs, je sais pas pourquoi je mets plus lui que l'autre, et Steph D aussi. Et voilà, et moi, mon nom de Dieu, quoi voilà. Du coup on se faisait ça et puis à un moment on a eu un projet de sortir un livre ensemble et on l'a fait éditer par une boîte qui vend du matériel à tatouage en France. Je vais pas les citer aussi, on peut les citer parce qu'ils sont très sympas et puis voilà, c'est ITC qui avait sorti le premier livre et en fin de compte on avait tout fait, les pages, etc. et le seul truc qui a merdé c'était la couverture, et la couverture c'est le seul truc qu'ils ont géré eux en fin de compte. Tu vois, on leur a envoyé les fichiers et il y a eu des merdes de sélection sur le vernis mat et brillant, la couverture était plus grande que les pages, ça débordait un peu et du coup on était très contents du livre, ça nous a fait super plaisir, mais à côté de ça, tu sais, qu'il y ait des petites merdes comme ça et que c'était le seul truc qu'on n'avait pas géré, ça m'avait un petit peu voilà. Qu'ils sont adorables, je veux surtout pas dire du mal d'eux. C'était super gentil d'éditer le bouquin à l'époque, etc. C'est vraiment puis c'est des gens voilà. Mais voilà, sur ce détail-là, nous ça nous avait un petit peu agacé. Et du coup avec Steph on avait un autre projet de bouquin et on s'est dit autant les faire nous. On savait travailler sur Photoshop, on savait faire de la mise en page, on savait faire tout ça. Je fais peut-être voilà, on va éditer le premier bouquin ensemble. Donc du coup
Après le Fulcania Jiken, c'est le bodysuit qu'on a sorti. C'était un bouquin où on se retrouvait, on était Steph et moi et plein d'autres tatoueurs, et on faisait un dessin soit en une nuit, soit en 2 nuits, sur un thème, et c'était des silhouettes de bodysuit. Alors des fois c'était des silhouettes d'aliens, des fois des silhouettes, voilà. Et on a sorti ce bouquin-là. Donc il y a énormément de tatoueurs qui ont participé du monde entier. Il y avait Ed Bordormo, Gakin du Japon, Gotch du Japon aussi, Jisai Alero, quoi, voilà, tous les gens qu'on fréquentait à cette époque-là qui ont participé. Donc c'était super marrant comme projet, et donc du coup on a édité ce premier bouquin-là, nous. J'avais fait un test déjà pour éditer, j'avais fait un premier carnet de croquis moi que j'avais édité comme ça, et après on a fait le bodysuit. Après, il y a Léa Naon qui nous a donné une super bonne idée, donc je rends à César ce qui est à César, c'est qu'à la suite du bodysuit, quand on a fait le dessin, d'ailleurs c'était une nuit, on était chez Franck du Havre, il y avait Franck qui dessinait, Léa Naon, moi, et Karl Marx. Et on faisait un dessin tous ensemble, donc pour ce projet bodysuit, et elle fait ça serait super rigolo de faire ça sur les mains. Et donc du coup après on a sorti 3 bouquins qui étaient les tattoo handbook, et sur les tattoos sur les, on faisait des tattoos sur les mains avec le jeu de mots handbook machin. Ben, voilà. Et c'était du coup c'était un projet du coup qu'on a plus ou moins lancé avec Léa, et puis j'ai continué. Et mais c'était son idée, c'est elle qui avait eu cette idée. J'avais trouvé ça très drôle, donc voilà. Alors là on a eu des tatoueurs vraiment du monde entier, Victor Schill qui avait participé, je peux pas te dire, il y a Philippe Leu, il y avait plus de 100 artistes sur le tome 2, sur le premier on doit être 78 ou un truc comme ça, et quoi, voilà, donc du coup c'était des projets collectifs. Mais je pense que j'aimais bien faire des projets comme ça avec plein de gens, et que ça m'amusait, et que du coup c'était pas très compliqué quand même d'éditer un bouquin, donc du coup j'ai de fil en aiguille, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 bouquins. Maintenant là à la rentrée je sors bouquin de Guillaume de Gaston Artbook, un mec qui fait du japonais, qui bosse chez Art Corpus actuellement, et qui est un super illustrateur, donc du coup je voyais souvent ses illustrations passer. Je le connais pas hyper bien, on s'est croisé 3-4 fois en convention, mais le mec a l'air gentil, et du coup j'aime surtout beaucoup ses illustrations, elles sont vraiment super chouettes, donc je lui ai proposé, donc là il sort en septembre si je suis pas à la bourre, et puis je vais sortir un bouquin de Sid Elboy qui travaille avec moi, qui est mon fils, qui est pistonné, mais c'est juste que ses illustrations elles sont super cool, donc ça aussi on va éditer un bouquin de lui, et puis moi j'en ai au moins 5 ou 6 dans les cartons à moi, mais bon, j'essaie d'éditer plus d'autres artistes que moi. J'ai encore beaucoup de stock. Ouais, non, puis je vais peut-être faire un truc, ça fait 30 ans que je tatoue, je me disais peut-être faire un truc où je rappelle un peu mon parcours une petite rétrospective. Ouais, voilà, et puis faire un truc où moi je fais principalement des sleeves, j'ai des manches complètes, et j'ai dû en tatouer, je sais pas, 150, 200, 300, j'en sais rien, j'ai pas compté, mais je dis que ça peut être intéressant de faire un truc où je mets l'illustration, parce que souvent je fais une illustration, pas tout le temps, mais souvent couleur, etc. Et du coup d'avoir l'illustration, Steph avait fait un bouquin un peu comme ça d'ailleurs à l'époque, et Tattoo Process ça s'appelait, qu'on avait édité, et du coup voilà, je vais peut-être garder tout pour celui-là, quoi, voilà pour moi. Tu as créé aussi l'application ATC Tattoo. Ouais, ça j'en suis fier. Donc c'est une sorte de magazine avec des articles, il y a aussi une librairie en ligne, on peut acheter des livres numériques. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est et comment est venue l'idée de ce projet ? Je travaille avec mon petit frère, puis j'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi, et qu'on s'entend très très bien, et qui est hyper doué, qui est un codeur, qui bosse pour des très très grosses compagnies. Il était directeur info, je crois, chez Arte. Il est très doué dans le code. En ce moment, il bosse pour une boîte qui s'appelle Kicker, une start-up, et il a bossé pour plein de trucs, quoi, voilà. Et il est très doué. Et puis depuis qu'il est à la fac, c'est pour ça que j'ai tatouage.fr, moi, c'est parce que quand il était à la fac, il a créé on a eu le premier site français de tatouage, et c'est lui qui l'avait fait, c'était son devoir de fac en fin de compte, tu vois, et en fac son projet de stage, fac informatique, je sais pas comment ça s'appelait son école. Quoi, du coup, voilà, et on a toujours eu des projets de faire des trucs, on a fait des tonnes de trucs qui n'ont jamais vraiment abouti ensemble, et puis vu que moi j'avais la maison d'édition, on a commencé à se dire, tiens, ce serait marrant de sortir un livre digital, donc on a fait un premier livre digital, après on a commencé à faire d'autres livres, après à faire une petite librairie. Faut quand même admettre que ça marchait pas trop, et puis on a quand même, voilà, et puis petit à petit on a rajouté un magazine, on a rajouté un truc de face tracking où ça te tatoue le visage, tu vois, tu mets ton téléphone, tu vois, comme ça se fait beaucoup, comme Snapchat, etc. En réalité augmentée. Voilà, en réalité augmentée, où ça te met des tatouages sur la gueule, etc. Puis je commençais à me dire que ce serait intéressant de développer des outils pour les tatoueurs. Donc ça, c'est vraiment sur le truc sur lequel... ce que je voulais te demander, comment tu veux faire évoluer l'outil. Est-ce que c'est une application qui est
en premier lieu destiné aux tatoués, aux tatoueurs, les deux, au grand public Au grand public, non. Aux tatoués, aux tatoueurs, certainement. Le côté magazine, même sur la partie magazine, j'essaie d'être assez encyclopédique. Donc, on fait des portraits de tatoueurs de maintenant, etc. Mais on a des interviews d'Ed Hardy, de Light Tuttle, des vieux tatoueurs japonais qui ont tatoué des tonnes de Yakuza. On a un article sur un mec qui est dans le couloir de la mort aux États-Unis, qui tatoue les mecs qui sont condamnés à mort, et qui a bricolé sa machine tout seul. On essaie d'avoir un côté... je cherche pas à faire un Instagram 2. Si tu veux voir plein de tatous, tu vas sur Instagram, tu vois des tonnes de photos de tatous. Moi, ce que je cherche, c'est justement de redonner un petit peu de culture tatou, d'expliquer comment c'est arrivé jusque-là. Là, on a 3 articles qui sont sortis sur New York, 4 avec l'interview de Psycho Phytol, où on parle justement de la période où le tatouage a été interdit à New York, comment c'était hors la loi, comment les tatoueurs se sont débrouillés à cette époque-là. J'aime bien le côté un peu encyclopédique de la partie magazine. Donc après, il y a aussi des galeries de photos, il y a aussi des portraits de tatoueurs actuels, etc. Mais j'aime vraiment axer ça là-dessus. C'est ce qui m'intéresse le plus, moi, parce que je me suis rendu compte que quand je parle aux tatoueurs de maintenant, ils connaissent quasiment, il y en a quelques-uns qui s'y intéressent, mais quand même pour la plupart, ils connaissent pas du tout l'histoire du tatouage. Moi, je pense que quand tu fais de la peinture, c'est bien de savoir qui est Van Gogh ou qui est Rembrandt ou qui, tu vois ce que je veux dire. Oui, une formation un peu sur les classiques. Voilà, de savoir un peu d'où vient toutes les modes, etc., d'où vient tous les styles, comment on en est arrivé là, qu'est-ce que c'est l'histoire du tatouage. Ça me paraît assez intéressant. Et du coup, j'aime axer beaucoup ça là-dessus. Et après, c'est vrai que je développe de plus en plus des outils pour tatoueurs, donc on fait même des livres de référence spécialisés sur les crânes, sur les trucs, etc. Et là, on a développé les modèles 3D tatou. C'est un truc pour faciliter. Alors j'ai eu des messages comme c'est juste calqué ou je sais pas quoi, c'est pas vrai, c'est juste des modèles quand on dessine, de toute façon on cherche tout le temps des références. Donc là ça permet d'avoir la référence la plus juste. Donc là on met des crânes, des cases de samouraï, des dragons. Là je suis en train de faire sculpter par un artiste de 3D une tête de dragon, mais il y a des pattes de dragon, il y a des squelettes, il y a des corps de femmes, etc. C'est des modèles 3D sur une application qui est hyper facile. Tu fais tourner ton modèle comme tu veux, on place les lumières où on veut. C'est déjà en place, hein, si t'as pas été voir. Je te vois surprise. Vu ça. Mais comment ça... à quoi ça sert finalement? C'est pour faciliter l'exécution des dessins pour les tatoueurs. Donc c'est tous les modèles classiques comme le Mascagna, etc. Tout ça, ça existe en 3D sur l'application. Je vais te montrer, je vais faire une petite démo. Mais ça existe en modèle 3D sur l'appli. Tu peux régler, tu as 3 spots que tu peux mettre de la couleur que tu veux, où tu veux, autour du truc. Tu peux placer ton objet comme tu veux. Tu peux après exporter, vu que quasiment tous les tatoueurs travaillent sur Procreate, maintenant tu peux exporter ton fichier en PNG. Donc tu n'as pas de fond et tu l'amènes sur Procreate. Et après tu travailles ton dessin par rapport à ça. Et tu dis la partie magazine sur ouais, je trouve ça, voilà quoi, c'est tout ça, c'est des trucs qui me passionnent vachement. Et puis moi je suis quand même fils de papa et maman journaliste aussi, donc du coup je pense qu'il y a peut-être un atavisme comme ça qui fait que j'ai envie de créer de faire un magazine, etc. L'édition ça me passionne aussi, tous ces trucs là ça me plaît. Et fan aussi de nouvelles technologies parce que c'est quand même assez innovant. La 3D tout ça, ouais non mais et ça c'est parce que j'ai mon petit frère qui est là-dedans, et puis j'ai un ami qui est maintenant à Tokyo, qui s'est marié avec une japonaise donc qui habite Tokyo, mais Fabien qui est un super pote, qui est hyper doué justement lui sur tout ce qui est 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée et tous ces trucs là. Donc le fait d'être une troupe d'amis, c'est un peu comme pour le cabinet des cerveaux malades, c'est souvent les projets ils viennent, c'est parce que tu rencontres les bonnes personnes et puis que tu t'entends bien avec et que ça t'amuse de faire des choses avec eux. Donc moi mon petit frère je l'adore et donc ça me plaît de faire des trucs avec lui. Après il y a d'autres gens qui sont rajoutés à ce projet là et voilà, mais du coup c'est super bien parce que ça évolue, et puis depuis quelques mois là vraiment on avance sur plein de nouveaux trucs et on a enfin, parce que ça fait des années que je me bats avec ce truc là, on a enfin un retour au niveau du download, des ventes, etc. Ouais, parce que ça fait longtemps que ça existe cette application quand même. Au début il y avait longtemps par rapport à l'historique des applications, au début il y avait vraiment pas grand chose. Le magazine ça doit quand même faire peut-être 3 ans maintenant qu'on a commencé à le lancer en place, et 3-4 ans, un truc comme ça, et puis non, voilà, les nouveautés comme réalité augmentée il y a peut-être 2 ans, et puis là la 3D qui est vraiment le gros truc qu'on a lancé. Et ça vraiment alors ça m'a amusé parce que j'ai eu des messages sur les réseaux sociaux du genre si mon tatoueur il copie, il fait quand on dessine on a tous des références. Les gens qui font du réaliste ils vont choper mais qui font du réaliste ils vont choper une photo sur Google et ils photocopient donc et quand on dessine on va toujours chercher des références. Ma fille qui est dans une école pour le jeu vidéo,
vidéo, etc., qui est vraiment hyper pointu, ils leur demandent de chercher des références. Donc on dessine toujours. Ça enlève pas le talent, en fait, de faire des recherches. D'être imaginatif, de recréer quelque chose. Mais quand tu as besoin de références pour faire un skull anatomique, il faut avoir un skull anatomique sous les yeux. Alors après, oui, si tu veux faire un skull New School cartoon, t'en as pas besoin, mais des fois, tu as besoin pour des références. Il y a des angles de vue qui sont chiants à faire, donc c'est plus facile. Qu'est-ce qu'ils font tous, les artistes? Ils vont aller sur Google, ils vont chercher une photo qui ressemble plus ou moins à l'angle qu'ils cherchent, et puis ils vont s'en inspirer. C'est comme ça que tout le monde fait. Donc ça m'a amusé, moi, les quelques messages que j'ai eu comme ça, genre si mon tatoueur il copie, je peux pas tatouer. Il copie tous, nom de Dieu. Oui, c'était peut-être une vision justement pas très réaliste de tout le travail de recherche et de dessin, et de faire en sorte que ça soit aussi, que le dessin il soit réaliste et que ça soit bien proportionné. Voilà. On peut réfléchir toutes les lumières. Moi, quand je dessine, ça m'arrive souvent d'essayer je me mets des petites flèches, ma lumière elle vient de là, mon truc il vient de là, et puis comme ça j'essaye de faire mes ombres justes, etc. Je le fais. Mais des fois, quand tu dois pondre, je sais pas, moi il y a des week-ends où je dois me pondre 3-4 pièces pour la semaine, je passe 20 heures à dessiner, et c'est vrai que tout ce qui me fait gagner un petit peu de temps, ça m'arrange, quoi. Donc là, je pose mes spots comme je veux, je fais les lumières, tu vois, je vais plus vite à les faire, je peux les réfléchir, je suis pas idiot, je sais le faire, c'est juste que au lieu de passer 5 heures sur un truc, c'est un outil, c'est ça, je trouve que c'est un outil hyper pratique, nom de Dieu, le bordel de merde. Ne jure pas, Dim. Oh. Et je voulais parler un peu de ton style, comment toi tu le définis. On dit souvent New School, cartoon, mais je sais que tu aimes bien mélanger les styles aussi, mais parfois sur une même pièce. Je pense lié au fait que je suis un tatoueur d'une génération un peu ancienne, et les papis comme moi, au début quand on a bossé, on faisait ce qu'on nous demandait, tu vois. Maintenant on peut avoir des artistes qui ont un style très très marqué, et qui ne sortent pas de leur propre style. Voilà, et qui font que ça, et qui sont très très doués dans ça, et c'est très bien, et tant mieux pour eux. On parlait de Virginie B par exemple, tu vois, elle a fait un tatou de Virginie, tu sais que c'est elle qui l'a fait. Tu as des artistes comme ça ou Jean-Luc Navette, tu m'as dit que tu l'avais interviewé, je crois. Jean-Luc Navette, tu sais que c'est du Navette, quoi, et c'est super beau. Et il y a des artistes, ou Léa Naon, moi que j'adore aussi, les trois d'ailleurs là, que j'ai dit. Léa, je trouve que c'est sublime. En plus, moi je l'ai vu dessiner en direct, elle est juste impressionnante de talent, et c'est juste bluffant. Et ils ont un style à eux. Alors Léa, je sais qu'avant elle a fait plein d'autres trucs. Je pense que tous ont fait un peu de tout au début, et puis ils ont réussi à voilà. Moi, ma génération, moi au début pour bouffer, je faisais un peu tout ce qu'on me demandait. Donc du coup, j'ai fait un peu des trucs réalistes, j'ai fait un peu des trucs japonais, j'ai fait un peu des trucs tribal même à l'époque et tout. Voilà, avec les années, il y a quelques styles que j'ai virés de mon panel, et ça se dit ça, je sais pas. Et du coup, il y a des styles que j'ai jamais fait. Je sais pas faire de tattoo old school, moi c'est un truc que j'ai jamais cherché à faire, donc peut-être si je cherche j'y arrive, mais j'ai jamais pris le temps. Donc du coup voilà, j'ai limité un peu les styles, mais c'est vrai que je fais des trucs bioorga, biomécanique, j'aime beaucoup ça m'amuse. Je fais du new school, très cartoon, etc. Je fais des tatous réalistes des fois. Je fais du japonais. J'aime bien, mon japonais est très new school quand même, mais voilà. Mais je touche plusieurs styles. Donc je pense pas avoir un style, mais je pense que malgré tout, il y a toujours une ligne, etc. Même quand je fais du réalisme, moi je mets une certaine ligne, etc. Parce que j'ai juste envie que mon tatou, vu que ça fait 30 ans que je tatoue et que j'ai vu des tatous que j'ai fait il y a 30 ans revenir, je sais qu'il y a des trucs qui marchent pas, et il y a des trucs qui marchent. D'ailleurs, les jeunes tatoueurs, ils devraient faire un peu plus attention des fois. C'est super justement d'avoir ce recul sur les pièces et sur ce qui marche. Tu regardes comment ça vieillit sur la peau, c'est quand même génial d'avoir ce recul. Ça, c'est le mérite d'être vieux. Mais tu regardes, il y a énormément de tatoueurs qui ont beaucoup d'années qui se mettent à des styles beaucoup plus traditionnels parce que ça tient, tandis qu'il y a des trucs, on sait pertinemment que dans 10 ans, ça sera plus là. Donc, mais après, quand un tatoueur, il a que 5 ans de métier, il n'a pas le recul sur son boulot pour savoir que son tatou dans 10 ans, il ressemblera plus à rien. Donc ça, c'est un truc voilà. Donc moi, même quand je fais des trucs réalistes, etc., parce que j'ai vu revenir mes pièces, du coup, souvent, j'ai tendance à contraster un peu plus, mettre un peu plus de lignes, et tant pis si ça fait peut-être un petit poil moins réaliste, mais ça reste que le tatou 10 ans après, quand il revient, il ressemble encore à ce que j'ai fait. Donc je préfère. Et voilà. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup le New School, et c'est un truc que j'ai mis énormément en avant, et que voilà, parce que moi je suis un passionné de bande dessinée, que je voulais être auteur de BD quand j'étais môme. Et donc. T'es pas très très loin de ton rêve d'être dessinateur. Ouais, finalement. Voilà, c'est ça. C'était mon deuxième rêve assez vite, d'être tatoueur. Oui, c'est jeune. Mais du coup, voilà, donc du coup, j'essaye d'avoir un côté très BD. J'aime bien que ça raconte une histoire, des fois mes tatous, et
Et donc voilà, là j'ai fait un truc sur le thème de l'écologie, c'était vachement drôle, avec j'ai mis un ours sur un iceberg complètement fondu en train de fumer des Marlboro, c'est pas bien, et qui pollue. Il y a un pingouin en train de bouffer du McDonald's, pareil sur un iceberg tout fondu. Après t'as le dessous de l'eau, t'as un requin qui a une plaque d'immatriculation avec un portable dans la main. Voilà, c'est tout un truc sur l'écologie, etc., que j'ai trouvé amusant. Donc il se passe... Ouais, puis je me suis marré à le faire, moi, tu vois, à trouver les idées avec le client, et du coup voilà, ça m'amuse, ça raconte une histoire. C'est un peu une bande dessinée sur un bras, et voilà, très colorée, avec plein de personnages très cartoon, et c'est moi maintenant j'essaye je fais pas ça, mais j'aimerais bien m'approcher un peu de ce que j'appelle du cartoon réaliste. J'essaye de temps en temps sur certaines pièces de le faire. Je fais un truc parce que tu as tout l'univers DreamWorks, ou tu vois tout cet univers maintenant de dessin animé 3D qui pousse j'en ai pas fait beaucoup, mais j'aimerais en faire plus, qui pousse le cartoon, mais avec vraiment des lumières justement hyper justes, des textures hyper justes, tu vois, et je trouve que c'est vachement intéressant, et du coup je pense que c'est cool de pouvoir le faire en tatou. J'ai fait un truc comme ça où j'ai réinterprété les personnages de Hôtel Transylvanie, ou je sais pas quoi, tu vois, ce truc là, et du coup j'ai essayé voilà, je trouve que c'est vachement intéressant, et du coup moi aussi quand j'essaye de faire des personnages, j'essaye d'avoir justement des lumières un peu plus justes, des volumes un peu plus justes maintenant. C'est ma nouvelle recherche en ce moment. Ouais, justement, je voulais te demander comment tu arrives à te renouveler après 30 ans de métier. Alors, c'est que je suis entouré d'un tas de petits jeunes, et ça m'évite de devenir trop un vieux con. Je pense que je le deviens quand même un petit peu, malheureusement. Mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé avec plein de gens, et que j'essaye de leur apporter quelque chose, mais ils m'apportent énormément de choses. Et entre autres, de ne pas devenir trop ringard dans le choix, etc. J'ai une petite anecdote que je raconte souvent, c'est la génération de mon fils. Mon fils, il a 27 ans, tu vois, il tatoue avec moi depuis pas mal d'années. Et c'est génération Pokémon, quoi, tu vois, ils ont été là-dedans. Et moi, il a commencé à faire un tas de flash Pokémon, hyper creepy, etc. Je dis ouais, quand même les Pokémon, moi vieux con que je suis, tu sais, ouais, les Pokémon quand même, bon, tu vois, je captais pas trop le délire, et puis j'aime un tatoueur qui a bossé ici et qui voit ça, qui est à peu près de la même génération, un tout petit peu plus âgé mais pas beaucoup, qui dit putain mais c'est mortel ça, Elvin, faut que c'est Sid Elboy, Elvin, tu prends, faut que tu les mettes absolument, vous avez la convention d'Evian juste après, faut que tu les mettes tous en présentation, je suis sûr que ça va cartonner, etc. Et donc on était installés tous les deux à bosser l'un à côté de l'autre, et moi j'avais mes trucs à moi, plus conventionnels et tout, personne n'en avait rien à branler, et tout le monde passait, parce que les gens qui passaient, le public, ils avaient entre 20 et 35 ans, ou 40, tu vois, et tous, putain, c'est Pikachu, ou je sais pas le nom, c'est Psycho Quack et tout, en train de gerber et tout, quoi, bon, voilà, et ils s'arrêtaient tous, et ils rigolaient tous, et il a bossé, mais comme un dingue, quoi. Bon, j'ai bossé aussi, hein. Mais c'était ouf, comment ça, et j'ai fait, ouais, je suis un vieux con, tu vois, je me rends pas compte de ce genre de truc. Et quand parce que c'est générationnel en plus, ces personnages-là. Complètement. Et du coup, je pense que voilà, le fait de bosser avec plein de gens, j'ai toujours travaillé avec plein de monde, ça m'a permis justement de me dire, ah bah tiens, ça c'est peut-être un peu vieillot et tout. Moi, il y a un moment, alors j'aime bien, c'est parce que les trucs deviennent ringards et puis après redeviennent à la mode. Moi, j'aime beaucoup la bioméca, alors la bioméca à l'ancienne, quoi, tu vois, Aaron Ken, Guy Hutchinson, ces trucs-là. Et parce que maintenant, les gens, quand ils parlent de bioméca, ils parlent souvent de tatouage avec des engrenages, tu sais, voilà, voilà, c'est pas comme ça. La biomécanique, pour moi, c'est un style qui est parti du travail de Giger, principalement sur Alien, qui a été développé dans le tatouage et qui est devenu un style à part entière, entre la bioorganique et la biomécanique. Et c'est vrai que c'était très populaire dans les années 90 et que c'est devenu un peu ringard, j'ai eu l'impression, dans les années 2010, et ça revient grave à la mode, là. Et du coup, je kiffe, j'en fais plein et j'adore ça. Et il y a c'est comme les fringues, tu vois, les pattes d'Eve, c'était ringard, après c'est redevenu à la mode. Voilà, c'est la mode des années 90. Voilà, les trucs de revoir ça. Les trucs reviennent. Et donc, du coup, moi, certains styles, ça me plaît bien parce que, alors, ça évolue, tu vois, les styles évoluent, c'est pas on fait plus les mêmes biomécas qu'on faisait à l'époque, etc. Mais ça revient, et du coup ça me fait vraiment plaisir. Il y a plein d'artistes là qui deviennent hyper populaires là-dedans, etc. Et moi j'aime ça aussi. Donc voilà, ça c'est juste l'anecdote du fait que des fois ça devient un ringard et ça redevient à la mode, et c'est comme dans tout. Et du coup voilà, on était sur le New School, et puis ouais, le New School, moi c'est un truc qui, il y a un truc qui est tout souvent, les gens ils sont impressionnés quand les gens font du réalisme parce que c'est une copie de photo. Alors c'est juste de la technique, il y a aucune créativité, il y a aucune, tu vois, c'est artistiquement parlant, pour moi c'est assez plat, tu vois ce que je veux dire, c'est juste du rank zero, quoi, tu vois, on refait de l'art copie. Alors il y en a qui le font merveilleusement bien, c'est super, techniquement c'est hyper intéressant, mais artistiquement parlant ça n'a aucun, mais ça impressionne les gens. Et
souvent un artiste qui fait du réaliste, en 2 ou 3 ans, il arrive à faire du super réalisme. Tu vois, ils sont très très doués. Faut pas, voilà. Par contre, pour faire un artiste qui fait du bon new school, il faut 20 ans de dessin avant. Et les gens, ils se rendent pas compte de ça parce que ah ouais, mais c'est des Mickey, ils ont des gros nez et tout. Non, pour simplifier les styles, pour réussir à avoir une touche à soi, avoir une ligne. Alors, je parle pas de moi, mais tu regardes des artistes comme Jamie Reese, Victor Schill et ces gens-là, c'est des dessinateurs mais hallucinants. Et c'est beaucoup plus dur de dessiner un singe à la Jamie Reese. Il faut 20 ans de dessin derrière, faut bosser comme un acharné que de recopier une photo. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour les gens, c'est impressionnant de recopier une photo. C'est juste tu vois, de l'observation, d'avoir un style à soi, de savoir poser les couleurs, les lumières. C'est énormément de réflexion et c'est énormément de travail. Ça, c'est un truc qui m'agace un petit peu. C'est qu'il y a une grosse mode pour le réalisme. C'est très bien et je dis pas que techniquement ce soit pas intéressant, etc. Mais que les gens ils se rendent compte que pour faire un Jamie Reese ou un Léo Tatoun ou un Ben Banzai ou un Victor Schill, c'est des années de dessin, tandis que pour faire de la copie de photo, c'est juste 2-3 ans de technique. Et c'est pas le même travail. Peut-être qu'on se rend pas assez compte justement de tout le travail qu'il y a derrière, de préparation, d'apprentissage du dessin de base, même faire un dessin qui peut paraître simpliste pour quelqu'un de l'extérieur, de montrer qu'en fait c'est un travail de fou. C'est vachement plus de travail, et même tout bêtement, moi quand je prépare une manche New School, je vais travailler 20-25 heures de dessin, des fois 30 heures, tu vois, juste avant de commencer à tatouer le gars. Tu fais du réaliste, tu vas sur Google, tu imprimes ta photo, t'as bossé un quart d'heure. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le même travail. Ça c'est dit. Tu vois, non mais c'est vrai, c'est pas moi qui l'invente. Moi ça m'arrive de faire un portrait réaliste ou un truc comme ça, ça me prend, voilà, on choisit la photo, on la retouche un peu sur Photoshop s'il y a besoin de la contraster, on l'imprime, on fait son stencil et on tatoue. Quand je fais une pièce New School, j'ai bossé tout le week-end dessus, quoi. Donc ça n'a rien de comparable. Les gens ils se rendent pas compte de ça. Après ça veut pas dire que c'est pas bien, si on aime le réalisme c'est très bien, mais voilà, moi pourquoi du coup j'aime les artistes New School, je parle pas de moi, hein, là je parle vraiment des artistes que j'aime, parce que je sais que c'est énormément de travail et que c'est du talent, de créativité, et voilà, et que c'est des idées, je sais pas, ils ont des idées drôles, ils racontent des choses, c'est hyper ingénieux, il faut maîtriser la lumière, il faut maîtriser les proportions, il faut savoir exagérer, quoi. C'est des années de métier, donc voilà. Après on peut être scotché sur un mec qui a fait bien une montre à gousset, c'est très bien, mais bon, moi ça me scotche pas personnellement, ça m'intéresse pas, et ça peut plaire à des gens, mais moi c'est vrai que c'est pas un truc qui m'intéresse, et même si je comprends qu'on puisse aimer ça, je juge pas, hein. C'est juste que moi je suis impressionné par les artistes créatifs et donc les gens qui ont du talent, et donc généralement on va plus par exemple dans le néo-traditionnel, le néo-trad, moi je trouve que c'est vraiment, il y a des gens qui ont là je regarde le boulot d'une nana qui s'appelle Charlie, qui est je crois en Bretagne, Charlie Tattoo, qui fait du néo-trad, mais c'est hallucinant, c'est super beau avec des couleurs, etc. C'est une putain de dessinatrice. Le néo-trad, ça a créé une génération de gens. Chez les vilains bons hommes avec c'est ça, c'est ça. Et beaucoup de choses violettes. Voilà. Je trouve ça, c'est super beau ce qu'elle fait, tu vois. Et c'est une dessinatrice, elle dessine depuis des années. C'est pas donné à tout le monde de savoir faire un dessin comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est des artistes qui travaillent. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça m'impressionne. Oui, c'est pas que de la technique. Dans le japonais, c'est pareil. Hein, t'as des artistes qui font du japonais. Ça demande de savoir dessiner, de savoir composer sur le corps, de savoir connaître la morphologie. Ça demande plein de choses. Quand tu fais un portrait ou un truc comme ça, non, tu le poses sur l'épaule et sur la cuisse, où tu veux, quoi, tu vois, mais y a pas, tu travailles pas sur la morphologie, tu travailles pas sur tout ça. Donc c'est quand même, pour faire un bon artiste New School, il faut des années de métier. Pour faire un bon artiste néo-trad, pareil. Pour faire du bon japonais, il faut des années de métier pour savoir le poser sur le corps, etc. Pour connaître les histoires, faut avoir de la culture. Voilà, et moi ça je le défends. Donc moi j'aime les artistes tatoueurs. Après, c'est très bien qu'il y ait plein de photocopieurs partout, mais moi ce que j'aime c'est les artistes tatoueurs. Là je me suis fâché avec plein de gens. C'est pas vrai parce que je les aime beaucoup. Et puis il y a plein de gens qui font du réalisme que j'adore. Mais c'est pas une critique directe. Mais c'est juste pourquoi moi j'ai une préférence pour ces styles-là, c'est parce que j'aime les gens qui travaillent de façon générale. Et tu fais aussi beaucoup de peinture. Est-ce que ça fait longtemps que tu peins? Comment tu puises l'inspiration? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus finalement que le tatouage? Est-ce que tu as une liberté qui est plus grande, ou est-ce que tu testes des styles différents?
Ouais. Alors, je teste plein de trucs. Mon peinture, ça m'amuse. Mais ça fait pas si longtemps. Ça doit faire une dizaine d'années que je peins. Avant, j'avais essayé plein de fois. Je marchais pas du tout. Puis je me suis retrouvé à faire des... Tu connais Philippe Pasqua, un artiste contemporain. Et je me suis retrouvé à peindre une Lamborghini pour lui, qu'il a accroché au Grand Palais, à faire des peintres des skateboards pour ce gars-là, peindre un tas de trucs pour lui. Et puis j'avais été plusieurs fois dans son atelier, il peint des grands formats et tout. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être il faudrait que j'essaye des grands formats comme ça. Et puis j'ai beaucoup travaillé pour ce mec-là. C'était intéressant, mais humainement très décevant. Mais quoi, du coup, ça m'a donné envie d'essayer pour moi après de peindre. Plutôt que de peindre pour un autre. Du coup, j'ai commencé à faire des peintures grand format, justement, parce que lui, il faisait beaucoup ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, il faut que j'essaye à des grandes tailles. Du coup, ça a commencé à me plaire. Et puis, du coup, je me suis mis à peindre plein de trucs, à essayer, revenir à des petits formats, me mettre à la peinture à l'huile, revenir à l'acrylique, essayer plein de trucs, mélanger ça avec de la sculpture. Voilà, et du coup, j'essaye encore plein de trucs, des trucs plus ou moins new school des fois, des trucs réalistes d'autres fois. C'est un peu comme dans le tatouage, je m'amuse un peu à toucher plein de trucs, etc. Ouais, tu mélanges aussi les styles finalement. T'as pas un style différent, c'est qu'à chaque fois t'aimes mélanger différents. Ça reste qu'il y a toujours un peu ma patte, donc on retrouve un peu le truc. Mais non, après voilà, j'ai ma façon de dessiner. De toute façon, que je fasse un style ou un autre, on retrouve des mimiques ou je sais pas comment on dit, tu vois. Mais non, j'essaye plein de trucs et puis je rencontre plein de gens, donc du coup j'aime bien les collaborations. J'ai toujours aimé ça. Donc je fais plein de trucs avec plein d'autres gens. Et t'as fait aussi plusieurs expos déjà, et puis aussi peut-être des projets. Alors, on a fait plein d'expos. Là, les derniers trucs, c'est un collectif qui s'appelle le Cabinet des Cerveaux Malades, où il y a un sculpteur, un écrivain, un photographe. Là, il y a un deuxième sculpteur qui nous a rejoint et une autre peintre qui nous a rejoint, qui s'appelle Mayou, et Seb Custom, qui est sur Strasbourg, qui fait de la sculpture aussi. Et donc, on fait des projets en commun, des projets solo. Et donc, du coup, là, on essaie de préparer un truc pour l'an prochain. Après, moi, j'avais fait des expos tout seul, des expos collectives avec plein d'autres gens. J'ai toujours bien aimé ça. Puis ça marche plutôt bien. Chaque fois, je vois un petit peu et tout, donc je trouve ça plutôt cool. Je me dis que peut-être un jour, je pourrais arrêter de tatouer les gens et de faire que mes peintures. J'allais te demander justement, est-ce qu'aujourd'hui, tu préfères peindre ou tatouer ? Est-ce que tu te poses cette question-là ? Alors peindre, moi aussi je fais beaucoup, tu vois, là-bas il y a plein de crayonnés, j'aime bien aussi des trucs tout bêtes comme ça, et donc dessin, tout ça. Ouais, non, faut que... alors je pense que je resterai toujours tatoueur, mais c'est vrai que c'est assez agréable d'être... moi, avant je voyageais beaucoup, je faisais plein de trucs et tout, puis en vieillissant, on devient un peu casanier. Moi je suis bien à la maison, et quand je peins, je suis tranquille, je me mets mes petits podcasts, ou mes petits livres audio, je fais mes petits gribouillis, et je trouve que c'est assez agréable. Donc c'est vrai que je pense qu'avec le temps, je vais de plus en plus peindre et dessiner, et puis tatouer un petit peu moins, mais je pense que j'ai besoin de tatouer de toute façon tout le temps, et que je pense que le tatouage m'a tellement apporté, tu vois, ça veut dire que si j'ai pu exposer, si j'ai pu faire ça, etc., c'est aussi parce que j'étais un peu connu dans le tatouage et que je connais plein de gens grâce au tatouage, et que du coup je dois beaucoup au tatouage, donc je resterai toujours un petit peu tatoueur. Oui, puis avoir l'émulation justement du shop et de tout ce qui se passe, ça continue à t'inspirer, même si c'est pour ta peinture par exemple. Après. Ouais. Et puis c'est amusant parce que au début je trouvais que mon tatouage influençait beaucoup ma peinture, et maintenant je me rends compte que ma peinture influence aussi beaucoup mon tatouage. Donc c'est quand même un virage dans la pratique. Ouais, ça m'a fait changer. Souvent les gens quand ils me regardent, tu sais, quand j'apprenais, je dis bon voilà, faut poser les couleurs dans tel ordre, etc. Il y a des règles et tout. Et maintenant quand tu me regardes tatouer, moi je fais tout dans n'importe quel ordre. Je fais un truc et je vais à droite et tout. Puis j'aime bien qu'il me reste un petit peu de... C'est ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ouais, c'est ça, j'aime bien qu'il me reste un petit peu de liberté pour un peu chercher comment faire les trucs, etc. De dire, ah bah tiens, j'ai dessiné ça, mais on va le changer, ça va être mieux si on fait ça. Et du coup, et puis voilà, de ma façon très anarchique de poser. Parce que souvent, quand tu peins, tu vois, ça manque de contraste, tu vas rehausser des trucs, tu vas remettre un peu de lumière, tu vas refoncer le fond pour que ça se détache plus, tu as juste des trucs comme ça. Puis je me rends compte que je le fais carrément beaucoup en tatouage maintenant, et que c'est l'un qui tu vois, ça c'est un peu influencé, les deux arts se sont influencés. Et est-ce qu'aujourd'hui tu te considères plutôt comme un artiste ou un artisan, ou les deux ? L'éternel débat, j'aime bien. Alors, moi je suis pas humble du tout par rapport à ça. J'espère être un artiste parce que je crée plein de choses, et voilà, et que je trouve pas que ça soit pédant de se considérer artiste. Souvent, moi qui fais aussi des interviews de temps en temps pour mon mag à moi, souvent les tatoueurs ils osent pas dire ça, tu sais, ça m'amuse un peu, même s'ils se comportent pour certains comme des gros artistes qui sont vachement, tu vois, et qui
qu'ils ont, voilà, ils se disent ouais, on est artisan. Je sais pas, ça fait plus simple et tout. Non, moi, je suis peut-être pas un bon artiste, mais en tout cas, j'espère être un artiste. Ah, tu vois que c'est une question d'ego, mais parfois, j'ai l'impression que c'est aussi parce que de se considérer artisan parce que ça correspond à une commande d'un client et que finalement, le fait d'être artiste, comme tu peux faire dans la peinture, être plus libre. Alors moi, je suis peut-être un super chanceux, mais quand même, à peu près 90% des gens que je tatoue, ils arrivent, ils me racontent une histoire et je fais ce que je veux. Donc, du coup, dans le tatouage, tu vois, on parlait du bras là tout à l'heure, écologie et tout. Voilà, le mec, il m'a donné des idées, je veux un truc sur l'écologie, il m'a dit j'aime ça. Puis après, j'ai fait ce que je voulais. Et donc, tu as souvent plutôt carte blanche sur les projets. Je suis chanceux pour ça, mais c'est quasiment 90% des tatous que je fais. Je ramène. Les gens, ils voient le dessin le jour du rendez-vous. Souvent, je fais des petites stories le week-end avant, comme ça, ils voient un peu s'il y a un truc qui vraiment les choque. Si j'ai un doute sur une idée que j'ai, je vais les appeler, je vais leur faire si je fais ça, est-ce que ça te va ou pas. Et généralement, ils voient le dessin le jour où ils viennent, et puis ça marche toujours très bien comme ça. Je suis très chanceux. J'ai une clientèle ça fait longtemps que je tatoue, donc du coup, j'ai beaucoup d'habitude. Ouais, c'est une question de confiance, en fait. Voilà. Et je pense que les gens, ils viennent me voir. Mais je pense que maintenant, les tatoués, il faut qu'ils fassent ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles voir le tatoueur qui dessine comme tu as envie d'être tatoué. Donc, on parlait de Léa Naon, où tu vas pas demander à Léa Naon de te faire un dragon japonais en vert fluo. Quoi, tu vois, donc tu vas voir le tatoueur qui, voilà. Donc les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils aiment soit mon Björgas, soit mon New School, soit voilà. Puis ils vont me raconter leur histoire, et puis moi je vais inventer une histoire, comme je disais, très BD par rapport à ce qu'on m'a raconté. Donc je suis très chanceux de ce côté-là. C'est vrai que j'ai une demande qui est comme ça. Donc voilà. Donc du coup, oui, c'est quand même moi qui crée, qui trouve les idées et qui invente les personnages. Ouais. Donc oui, c'est artistique. Voilà. Même si très bonne réponse. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'entends souvent ce débat. Alors, ça m'intéresse d'avoir le point de vue de chacun. Ça serait artisan, c'est quand tu fais de la reproduction. Tu vois, quand, par exemple, si tu as sur ton mur plein de flashs et que tu reproduis les flashs que tu as sur ton mur, on peut considérer que c'est de l'artisanat. Quand tu crées toutes les œuvres, pour moi, je considère que c'est artistique. Une meuf comme Charlie, on en parlait tout à l'heure, ou Virginie B, ou Noka, les mecs, ils dessinent tous ils les font tous, ils créent tous leur truc, tu vois. Donc oui, plus ou moins sur une demande, on va nous donner un thème, on va nous donner un truc, mais ça reste que quand je sais pas, je vais être un peu tu vois, quand on demandait à Léonard de Vinci de faire une peinture sur la Vierge et l'enfant, ou ci ou ça, quoi. Léonard, c'est un mauvais exemple parce que lui, il faisait un peu ce qu'il voulait, et puis il rendait pas les œuvres, etc. Mais bon, tu vois, toutes ces peintres de la Renaissance, on leur faisait des commandes aussi, et en aucun cas on va dire que c'est des artisans. C'est vrai. C'est une question de reconnaissance du métier aussi. Et justement, je voulais parler de l'évolution du tatouage et du métier. Quand tu as commencé, le tatouage était assez marginal, donc c'était quand même une manière de se démarquer ou alors de montrer son appartenance à un groupe. Aujourd'hui, il y a à peu près 15% de la population qui est tatouée. Au moins. Je crois que ça évolue très très vite. Je veux savoir ce que tu penses de l'évolution du tatouage que tu as pu voir toi ces 30 dernières années, et que ça soit en termes à la fois de qualité, de technique, même l'état d'esprit ou même la multiplication d'ouvertures de shop qui est quand même impressionnante. Ouais, ça il y en a beaucoup. Quoi en penser, je sais pas, tout le monde a le droit de tenter sa chance, donc j'ai pas vraiment de... Moi tant que j'ai du boulot, ça va. Après l'évolution, ça c'est ce que j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Moi quand j'ai commencé, je suis devenu tatoueur déjà pour être libre, pour pas avoir un patron, etc. Et puis parce que c'était marginal, et puis que moi je venais du milieu punk rock, et que voilà, je voulais être différent, etc. Et que c'est vrai que maintenant c'est plutôt l'inverse, on a l'impression, des fois on se fait plus tellement tatouer pour être différent, on se fait tatouer pour être un peu comme les autres, parce que tout le monde a un tatou. Ça se voit sur le choix des motifs, tu vois, où tu as tout le temps les mêmes motifs qui reviennent, des sortes de modes dans les motifs. Donc je sais pas si c'est une bonne chose, je suis pas persuadé, parce que quand la mode passe, du coup toi tu gardes ton tatouage, mais 10 ans après ton tatouage il semble un peu ringard, donc arrêtez d'aller sur Pinterest, choisir vos modèles, regardez ce que vous avez dans le cœur, et vous ferez des modèles qui vous resteront toute votre vie, tu vois. Si t'aimes la littérature, fais un tatou sur les bouquins. Si t'aimes, tu vois, voilà, je plutôt aller chercher ce qu'on aime vraiment que qu'est-ce qui est à la mode sur Pinterest ou Google. Donc voilà, ça a un petit peu changé. Et puis c'est vrai que maintenant, ça choque plus d'être tatoué. Ça,
donc voilà, ça. Moi je trouve qu'il y a des choses qui sont mieux. C'est vrai que moi quand j'ai commencé c'était un milieu beaucoup de voyous, etc. Moi qui suis pas un méchant, du coup je trouve que c'est plus sympa de bosser avec des artistes sympas qui sortent d'école de dessin et tout ça, qui se bagarrent un peu moins. Et du coup c'est plutôt sympa. À côté de ça, donc du coup que ça soit plus ouvert à plus de gens, que ce soit moins un milieu fermé, du coup tu rencontres plus de gens intéressants. Et puis c'est vrai que maintenant les artistes, beaucoup sortent d'écoles d'art, etc. Ouais. Ils ont un talent, ils sont vraiment très doués. Les techniques, c'est vrai que maintenant tu as des mecs dans le réalisme qui sont devenus hyper pointus, etc. Après c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de tatouer maintenant que de tatouer il y a 30 ans, parce que le matériel est devenu beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus facile à utiliser. Maintenant tout le monde quasiment travaille avec des machines rotatives, il n'y a pas de réglage, il n'y a rien à faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ça marche tout seul, les aiguilles sont déjà faites, pré-soudées, machin, déjà soudées, etc. Tu montes tout, tout est en jetable. Je sais pas si c'est très écolo, mais tout est jetable maintenant. Maintenant je chope des caps en carton et tout, j'essaie de changer un peu le matériel, parce que c'est vrai que putain, qu'est-ce qu'on balance comme plastoc, quoi, voilà. Le matériel est devenu beaucoup plus facile, donc c'est vrai que avant il y avait quand même le temps d'adaptation au matériel qui était très long, donc ça pouvait en décourager. Maintenant tu t'adaptes très vite à la machine, donc du coup ça permet à des artistes qui peut-être n'auraient pas eu le courage de persister, de devenir vite très très bons, et donc ça c'est plutôt cool, parce que du coup c'est vrai moi je découvre des tueurs tous les jours sur Instagram, quoi, tu vois. Oui, il y a quand même une grande diversité, et puis c'est vrai que les réseaux sociaux c'est quand même génial pour découvrir des nouveaux artistes tous les jours, ça c'est vraiment super. Bah oui, je suis surpris des gens dont j'ai jamais entendu parler qui font déjà des trucs, mais ça a tombé par terre. Donc c'est un kiff, je trouve ça bien. Et puis ça, si tu parlais des trucs qui faisaient que j'essayais de rester un peu, c'est de prendre des claques dans la gueule tous les jours. Tu bosses pour essayer que les gens te demandent encore des tatouages, quoi, parce que sinon au bout d'un moment on travaille. Puis ma petite dame. Oui, c'est devenu compétitif, tu veux dire. Je sais pas, moi je suis pas dans la compétition être meilleur à un tel, parce que c'est un truc que je comprends pas trop. D'ailleurs c'est les concours dans les conventions, je donnais qu'est-ce qui est mieux, Jimi Hendrix ou les Rolling Stones ou les Beatles, qu'est-ce qui est mieux, Rembrandt ou Picasso, tu sais, des trucs des fois se ressemblent tellement pas, c'est qu'est-ce que tu vas aimer, ce que tu vas aimer, et tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est donc du coup dire qu'il y a un tatoueur qui est meilleur qu'un autre, non, bon, moi je me suis retrouvé jury à la convention de Nantes là il y a un an, et sincèrement il y a 35 pièces qui passent, alors il y en avait 5 qui étaient un peu bancales, tu vois, mais tout était super bien tatoué et tout, donc j'étais avec des mecs qui étaient là, ouais mais là t'as vu la ligne, je fais putain moi ça m'arrive d'avoir une ligne un peu moins top et tout, tu vois, et on était à chipoter le truc, bon c'est lui qui mérite le prix, parce que vraiment c'était, je fais putain, moi j'aurais fait l'école des fans, j'aurais donné 30 premiers prix, quoi. Il y a un moment, tu vois, et du coup c'est un truc que t'es trop gentil pour être jury. Peut-être, ouais. C'est cool de te payer des bières et tout, mais non, moi à chaque fois je fais le con, ça m'amuse, mais c'est vrai qu'une fois j'ai été jury pour le tatouage le plus pourri avec Léa Naon, qu'est-ce qu'on s'est marré. Ça c'est drôle, ça je veux bien participer. C'était super drôle, c'était la convention qu'organisait Roberto, et on se retrouve. C'était au Tatouage Fest. Ouais. On était jury comme ça, donc il y en avait un qui avait les baloches tatouées, un c'était sur la zoubinette je crois, et l'autre c'était sur le cul je crois, et on n'arrêtait pas de dire on n'est pas sûr pour le premier prix, est-ce que vous pouvez venir représenter vos tatouages, et on les a ramenés 10 fois à montrer leurs conneries, etc. Ouais, il y en avait un, il avait voilà, c'était des tatouages et c'était vraiment des trucs, le tatouage le plus débile ou je sais pas quoi, c'était un peu ça le concours, et on s'était tapé une barre de rire surtout à jouer avec les tatoués, quoi. On les a fait repasser 10 fois je crois, pour qu'ils baissent leurs pantalons, et qui voilà, ça nous avait beaucoup amusé. Oui, c'est ça aussi, donc on s'était beaucoup, on est un peu potache des fois. Ouais, mais c'est vrai que là c'est drôle, et c'est pas forcément par rapport à une reconnaissance, parce que sinon les concours c'est plutôt ça, c'est de la reconnaissance ou de la notoriété. Ouais, mais c'est ce que je dis, t'as vu le niveau maintenant, quoi. Moi je saurais pas dire tu vois, des mecs comme Timmy B ou Jamie Rhys ou Victor Schill, tu vois, les mecs c'est des tueurs, quoi. Et tu te retrouves avec un concours, t'as tous les trois, lequel est le meilleur, donc ça va être plus tes goûts, quoi, tu vois, c'est qu'ils vont juger du truc, tu vas dire moi je préfère ça parce que j'aime mieux le thème de la tête de mort ou le thème du lapin, tu vois, et je trouve que, donc voilà, je comprends pas trop ce truc là maintenant, tu vois, que le level est vraiment, je peux comprendre, il y a 20 ans il y avait plein d'erreurs techniques, etc., on pouvait juger sur ces trucs là, mais maintenant c'est vraiment une histoire d'appréciation de goût, et du coup arrêtez les concours, faites des défilés, tu vois, je sais pas, et donnez des premiers prix à tout le monde. C'est pas mal ça. À La Réunion, la convention de La Réunion qui est super sympa,
Et ils ont fait ça, en fin de compte, ils ont fait un défilé, ils n'ont pas fait de concours, ils ont fait défiler les gens pour que, tu vois, les gens, parce que c'est vrai qu'il y a ce truc-là, c'est quand tu travailles sur une convention, le concours, ça permet de montrer le tatou que tu as fait. Donc, et puis moi, ça m'arrive de les faire, et puis quand je gagne un prix, je suis quand même content et je fais le coq. Mais je trouve que c'est un peu, tu vois, voilà, je vais pas répéter ce que je viens de dire, mais je trouve que il n'y a pas vraiment de raison. Donc du coup, ça permet de montrer les pièces. Donc je pense que oui, il faut un défilé, il faut quelque chose, et puis payer une bière à tous les participants, et puis je pense que tout le monde sera content. C'est concours de... Donc voilà. Ouais, répète complète. Et comment tu te projettes, ou comment tu penses que le tatouage va évoluer, parce que là on a justement regardé un peu ce qui s'était passé par le passé. Comment tu penses que ça va évoluer, le terme, le métier de tatoueur, la façon dont c'est organisé, ou peut-être le rapport des gens, au tatouage. C'est un peu flou, j'ai plein d'hypothèses, etc. Donc je sais pas comment ça va, j'espère que ça va évoluer bien. Je pense qu'on est arrivé au summum de la gloire, donc je pense qu'il y a énormément de shops. D'ailleurs on voit que ça commence à aller dans le déclin, il commence à y avoir des shops qui ferment, etc. parce qu'il y a de moins de travail. C'est pas qu'il y a moins de tatoués, mais il y a peut-être 200% de tatoués en plus qu'il y a 10 ans, mais on est peut-être 500% de plus de tatoueurs, quoi. Tu vois, donc à un moment il n'y a pas du travail pour tout le monde, donc il va y avoir une sélection qui va se faire toute seule. Il y a toutes les générations comme ça. Dans les années 80, tu as des boîtes de pub qui ouvraient partout, tu vois. Puis il y en a plein qui se sont cassés la gueule et tout. Après, tu as eu les mecs qui faisaient des sites web. Après, start-up, ça existe toujours. Moi, je suis en train de bosser là-dessus avec mon appli là. Et voilà. Il y a des phénomènes comme ça de mode qui attirent du monde, etc. Et du coup, qui deviennent populaires. Le tatouage, je pense que voilà, on est à l'apogée du truc. Et, je pense que ça va commencer à descendre. Voilà, j'espère qu'il y aura toujours, les gens ont toujours de l'intérêt pour le tatouage. Le truc, c'est que moi, depuis que j'ai commencé, c'est vrai que c'est une mode qui a fait que monter. Je l'ai jamais vu, donc en 30 ans, j'ai jamais vu ça descendre. Donc je sais pas s'il y a un sommet, quoi. Tu vois, je me pose la question. C'est vrai que c'est une mode, t'en as sur la peau, quoi. Tu vois, t'as des bras tatoués. Si c'est plus à la mode, tu les as toujours, tes tatouages. Donc tu peux pas vraiment, tu vois, les gens vont être plus longs à se dire que ça peut plus être à la mode, je pense. Tu vois. Peut-être, mais tu vois, par exemple, je sais pas, aux États-Unis, je crois qu'il y a plus de 30%. Enfin, la proportion de personnes tatouées, elle est quand même beaucoup plus importante que chez nous. Est-ce que nous, on va atteindre un peu, rattraper ce niveau-là, ou est-ce qu'au bout d'un moment, ça va stagner et ce sera vraiment plus cool d'être complètement... sans tatouage, quoi. C'est ça qui sera super marginal. C'est trop tard, moi, c'est niqué pour moi. Mais j'ai l'impression que ceux qui vont être marginaux, bientôt, c'est ceux qui n'auront pas de tatouage. On va tous se détatouer, alors. Ouais, ça fait mal. J'ai essayé, moi, ça fait mal. Il y a une dizaine d'années, j'ai tatoué à New York, et j'étais choqué sur East Village, etc., du nombre de shops de tatou, les uns à côté des autres, etc. C'était impressionnant. Et je pense qu'on est arrivé, Paris, c'est devenu New York d'il y a 10 ans, Montréal aussi d'ailleurs, Montréal un peu avant nous d'ailleurs, et ces villes-là où voilà, donc mais il y a toujours plein de tatoueurs à New York, tu vois ce que je veux dire. Je pense que certains shops sont fermés, mais donc du coup je pense qu'on a encore quelques années devant nous. Voilà, je pense qu'il y a une sélection qui va se faire, les petit à petit, voilà, les gens qui ont un peu moins de talent malheureusement, ou qui sont moins sérieux. Parce qu'il y a, moi je pense qu'être tatoueur, c'est pas que être talentueux, c'est aussi être sérieux avec sa clientèle, être respectueux de sa clientèle, être là quand les gens ont rendez-vous, sourire, parce que putain, qu'est-ce qu'il y a comme shop où les gens arrivent et ils te font la gueule quand t'arrives, et merde, ça fait quoi d'être souriant et poli, quoi. C'est quand même plus sympa quand il y a une bonne ambiance. Mais ouais, je sais pas, moi je me donne du mal. Alors je dis pas que c'est à 100%, ça peut m'arriver d'être mal luné, mais quoi, bon, je pense que sur 365 jours, je dois être 364 jours souriant, donc j'essaye, je pense que c'est important. Je sais pas, maintenant on a l'impression que des fois c'est un état d'esprit, il faut être un peu méchant, un peu, tu vois, on est des tatoués et tout. Je fais non, merde, putain, ça change rien. Parfois on t'adresse pas du tout la parole pendant tout le tatouage, où il y en a qui ont des écouteurs et tout, et c'est vrai que pipelette, hein, tu t'en es rendu compte. Ouais. Donc moi je ne peux pas ne pas adresser la parole. Moi je pense que mes clients souhaiteraient que je ferme ma gueule. Tu vois, c'est mais ouais, je suis pipelette, hein, j'y peux rien. Mais c'est vrai que des fois tu peux attendre ton tatouage depuis très longtemps. Parfois c'est quand même, l'attente est longue, et donc t'attends ce moment-là, parce qu'il y a aussi, au-delà de juste avoir le tatouage sur la peau, t'as aussi la rencontre avec le tatoueur, une concrétisation du projet, et en tant que tatoué on peut attendre beaucoup de cet échange, et parfois ça peut être hyper décevant, quoi.
Bah, alors tu sais, ça c'est un truc même que j'apprends à mes arpèges. Faut raconter des histoires. Je leur disais même, tu peux en inventer. Faut que le mec, tu vois, peut-être il va se faire tatouer une fois dans sa vie. Il faut que ça soit un souvenir. Donc voilà, moi je pense que c'est important justement ça. Ce que tu racontais, je trouve ça hyper important. Bon, moi j'ai vécu tellement de conneries que j'ai toujours une connerie à raconter. Donc ça c'est l'avantage d'être vieux. Mais voilà, je pense que ouais, voilà. Alors peut-être il y a des gens ça les saoule, hein, j'en sais rien. Mais je pense que ça fait partie du truc. Et puis ouais, d'être souriant, donc ça voilà, j'aime bien. Je sais pas, moi je suis plutôt un gars sympathique, j'essaye en tout cas, donc j'essaye que les gens passent un bon moment. C'est vrai que j'ai des tatoueurs moins bavards ici, mais moi je fous tellement le bordel dans tout le shop que généralement ça rattrape pour ceux qui parlent moins. C'est vrai que c'est un métier aussi relationnel. Voilà, il suffit pas d'être bon et de bien dessiner. Le relationnel est aussi hyper important dans ce métier-là. Moi j'ai alors, des exemples, je les citerai pas, mais j'ai des tatoueurs qui ont un moins bon niveau que d'autres, mais qui sont hyper à parler avec leurs clients, à devenir potes avec leurs clients et tout. Et ils ont beaucoup plus de clients, du coup, que ceux qui sont peut-être des fois meilleurs, mais qui n'ont pas ce relationnel. Moi, je me rends compte avec les gens avec qui j'ai travaillé, où je travaille. Et c'est parce que les gens, ils aiment ça. Ils aiment aussi. Et puis souvent, les clients sont fidèles. Tu vois, c'est quand tu te fais tatouer quelque part, ça s'est bien passé. Justement, il y a une sorte de petite relation. Il faut pas être ami avec tous tes clients, c'est pas possible. Mais tu vois, un minimum moi, je fais que des gros tatouages. Je passe 5, 6, 7 après-midi avec les mecs, des journées entières. Bah ouais, au bout d'un moment, tu te détends un peu du slip et tu te dis des conneries et ça fait partie du truc. Et moi, je pense que voilà, ça c'est bien, quoi, voilà. Mais après, on peut être méchant et se dire que je suis un gros tatoué et que je parle pas à mes clients et que moi, j'écoute ma musique et que je veux pas te parler. Bon, ouais, mais moi, après, je pense que c'est dans le caractère des gens. Tu vois, t'as des gens qui sont... moi, je suis une vraie pipelette, donc voilà, j'ai pas de mal à ça. Il y a peut-être des gens qui ont pas cette facilité-là. Je juge pas le truc. Mais c'est vrai que je pense que c'est bien d'essayer au moins de faire un petit peu d'effort, à être souriant, à être sympa avec les gens et voilà. C'est quand même plus sympa. Et ben merci beaucoup pour toutes ces anecdotes. Trop chiant d'ailleurs parce que. Non, c'est très bien, merci beaucoup. Bon, bah très bien, merci à toi d'être intéressé à ce que je fais. Ça vous a plu ? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaya.